Making of. Bonjour, c'est Juliette. Je vous emmène avec moi découvrir les coulisses de mon podcast. Vous me suivez ? On se retrouve aujourd'hui pour le making-of de l'épisode 10 qui se passe en Écosse, à Édimbourg, sur fond de chasse aux fantômes. Je vous propose un format légèrement différent pour ce numéro, en l'orientant davantage sur la méthodologie et le chemin qui m'ont mené à écrire et produire cet épisode. Notre invité du jour, River James Phantom, viendra nous apporter un éclairage sur la façon dont se déroule une enquête paranormale. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un lien particulier avec l'Écosse. C'est un pays qui m'a toujours fait rêver et attirer. Donc quand j'ai commencé à travailler sur les rencontres surnaturelles, il m'a semblé évident qu'un de mes récits devait se tenir là-bas, en particulier à Édimbourg. En 2001, nous avons fait un road trip en Écosse avec ma sœur. Nous partions de Glasgow, au sud-est, pour traverser tout le pays, en passant par le bas des Highlands, le Loch Ness, et l'île d'Islay, prononcée Ayla comme le font les gens du coin, et son célèbre whisky Lagavulin. Notre voyage s'est terminé à Édimbourg, à l'exact opposé de notre point de départ. Tout était magnifique, des paysages époustouflants, vastes, et j'ai eu les larmes aux yeux une bonne partie du trek, tant j'avais l'impression d'être enfin rentrée chez moi. Comme si quelque chose au fond de moi se sentait heureuse d'être enfin là, à contempler à nouveau ces paysages bénis, alors que je n'y avais jamais mis les pieds. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression, vous aussi ? En fait, le seul endroit dans lequel je me suis sentie mal à l'aise pendant tout le voyage, ce fut le Loch Ness. Alors, pas à cause de Nessie, le long serpent mythique, je pense que vous avez tout de suite l'image en tête, mais à cause de l'endroit lui-même. Nous avions abordé le lac par un côté extrêmement sombre et bordé par une forêt très dense. Et j'ai eu la chair de poule dès que je suis sortie de la voiture. Je me suis sentie observée. J'avais l'impression de ne pas être la bienvenue. Brutalement, la légende du monstre a pris beaucoup plus de substance pour moi. Et puis nous sommes arrivés à Édimbourg. J'avais lu beaucoup de choses sur cette ville très victorienne, aux ruelles sombres, et sur les nombreux témoignages de phénomènes paranormaux qui ont été constatés au fil des siècles. Un vieux dicton nous assure qu'il y a plus de fantômes que d'habitants à Édimbourg. Entre la pauvreté qui a tenu les bas-fonds de la ville pendant plusieurs siècles, les épidémies de peste, les incendies et les différentes luttes de pouvoir ou de religion, avec ses inévitables exécutions, on comprend d'où peut venir cette réputation. Alors quels sont les endroits les plus hantés d'Édimbourg ? On pourrait commencer par le château et ses multiples fantômes. On parle notamment d'un jeune joueur de cornemuse qui aurait disparu mystérieusement et dont on entendrait encore parfois les murmures accompagnés du son plaintif de son instrument. Et quelques silhouettes de prisonniers français aperçus dans les geôles du château au détriment de quelques visiteurs. Vous pourrez aussi poursuivre votre balade en visitant Mary King's Close et son dédale de ruelles souterraines qui plonge le visiteur dans la misère sociale de l'Angleterre du XVIe au XIXe siècle. Réouvert en 2003, après une totale rénovation, le close a été conservé dans les conditions d'époque. Il avait notamment servi à mettre en quarantaine les populations atteintes de la peste. Cet endroit était aussi un refuge pour les criminels notamment. On se souviendra du trafic de cadavres pour venir servir les universités de médecine et leurs différents cours d'anatomie de l'époque. Deux criminels, Hare et Burke, sont restés tristement célèbres sur ce thème. Devant cette aubaine financière, ils avaient commencé par aller déterrer les cadavres dans les cimetières pour finir par assassiner directement leurs victimes et ainsi assurer une source fraîche d'approvisionnement pour les différentes universités
qui achetait à prix d'or ces ressources macabres mais précieuses. Le phénomène de vol de cadavres avait pris tellement d'ampleur au XIXe siècle que les proches des personnes décédées en étaient réduites à surmonter le monument funéraire de leurs proches d'une cage en fer forgé épais. Vous pouvez en voir encore certains exemplaires dans le cimetière bien connu de Greyfriars, dans le centre d'Édimbourg. Ah, Greyfriars. Évidemment, on ne peut pas aborder Édimbourg et ses fantômes sans évoquer ce mythique cimetière dont les origines remontent jusqu'au XVIe siècle. Outre ces nombreux phénomènes paranormaux constatés, c'est aussi un véritable témoignage du passé de la ville, comme le serait le Père-Lachaise à Paris, dans une ambiance différente, ceci dit. De là à dire que pour aller prendre la mesure d'une ville et de son atmosphère, il faut aller voir son cimetière le plus fameux, il n'y a qu'un pas. Le cimetière de Greyfriars comporte un fantôme bien connu nommé Bloody Mackenzie, bourreau des conventenaires, opposant aux droits divins qui ont été massivement exécutés dans la ville au XVIIe siècle. Monsieur Mackenzie est réputé pour se manifester, sous forme de poltergeist, aux visiteurs qui passent sur sa tombe. En témoignent les nombreuses égratignures et blessures constatées sur le corps de ces pauvres touristes. Je ne pourrais pas me lancer dans une liste exhaustive tant il existe de cas répertoriés de phénomènes paranormaux dans cette ville. Il existe cependant de nombreux circuits, ghost tours ou visites, orientés autour du paranormal, que vous pourrez facilement suivre en allant visiter Édimbourg. Comme vous voyez, je n'avais que l'embarras du choix pour situer mon récit. Et puis je suis tombée sur une vidéo, une enquête paranormale de la série Spooked Scotland, qui se déroulait dans les catacombes d'Édimbourg, suivant les pas du médium Chris Fleming et de l'actrice présentatrice Gail Porter. C'est cette vidéo qui m'a donné le déclic sur l'écriture de l'épisode 10, La proie. Déjà, j'ai fait démarrer le récit dans les caves du Banshee Labyrinthe, l'un des bars les plus hantés d'Édimbourg. Il est réputé pour abriter notamment le fantôme d'une Banshee, un esprit celtique, annonçant le plus souvent la mort prochaine d'un être cher par des cris terrifiants. Mis à part le côté très sensationnel et mis en scène de l'enquête, j'avais adoré le côté très claustrophobique et inquiétant dû aux ténèbres omniprésentes dans cet espace très restreint. En effet, dans les caves du bar, une porte donne accès au souterrain qui rayonne sous toute la ville. Je dois vous avouer que je suis très intéressée par toutes les enquêtes paranormales et ceux qu'on appelle communément les chasseurs de fantômes. Ces passionnés visitent des lieux abandonnés ou réputés hantés avec des instruments d'origine scientifique pour tenter d'apporter des preuves et constater l'existence de phénomènes paranormaux. Si vous étiez un chasseur de fantômes, vous seriez familier d'instruments de mesure comme les K2 ou détecteurs EMF, ces boîtiers qui permettent de détecter les fluctuations des champs électromagnétiques, qui sont réputés accompagner le passage d'un être fantomatique dans la pièce. Vous connaîtriez aussi les ghost box, qui permettent de scanner des fréquences radio pour obtenir des messages ou des voix désincarnées. J'ai donc imaginé l'enquête la plus terrible qui pourrait avoir lieu dans ce cadre. Personnellement, je suis assez terrifiée par les planches Ouija. J'ai déjà expliqué précédemment dans l'épisode Genèse que je me suis toujours refusée à assister à une de ces séances. Donc tant qu'à imaginer le pire, j'ai projeté, je crois, ce qui me ferait le plus peur dans mon récit. J'avais vu une vidéo de l'enquêteur Jordan Perigo, qui utilise d'ailleurs beaucoup les baguettes de sourcier, qui témoignait avoir eu par le passé la sensation qu'un esprit l'avait suivi chez lui et entre deux enquêtes. J'ai repensé à ceci et j'ai creusé ce thème toujours dans l'optique d'une enquête qui concentrerait tout ce qu'il y a de pire. J'avais aussi envie d'ajouter une dimension morale à l'histoire, car souvent le côté sensationnel et peu respectueux de certaines enquêtes me gêne. Ce n'est heureusement pas le cas de tous, et nous en reparlerons avec River James tout à l'heure. Enfin, pour terminer cette partie making-of, je voulais aussi expliquer le choix de la musique de fin. Ce petit air de Jenny of All Stones de Florence and the Machine me trotte régulièrement dans la tête depuis que je l'ai entendu dans la série Game of Thrones. Il a un côté assez glaçant, je trouve, par son côté enfantin mais aussi très mélancolique. Je cherchais une chanson qui puisse coller avec l'esprit de Jane, le fantôme que vous avez pu découvrir dans l'épisode 10.
Je voulais vous faire frissonner dans la scène de hantise quand Charles est paralysé dans sa chambre, et puis développer le même air à la fin. Et que l'on imagine Jane chantonner et tournoyer sur le sol de pierre du château à Aberdeen quand elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait. J'ai réussi à marier le côté trépidant et dramatique de l'ambiance mouvementée de la fin avec le côté très calme, éthéré et enfantin de la musique de Florence and the Machine. Je suis maintenant ravie de recevoir River James Phantom pour parler de chasse aux fantômes. Bonjour River James, tu es chasseur de fantômes depuis plus de 10 ans et tu apprécies Absolument. particulièrement les histoires étranges, dans ce que j'ai cru comprendre. Les histoires et le quotidien étrange, hein, puisque c'est mon quotidien, mais oui, c'est ça. Alors, j'ai cru comprendre aussi que tu viens d'avoir tes 200 000 vues sur ton compte YouTube, c'est ça? Oui, oui, absolument. J'ai fait mes 200 000 vues sur YouTube. Alors, je Ouais, suis c'est... hyper content, hein, comme ça, je me dis genre, waouh, c'est génial. Après, en vrai, par rapport à des gros YouTubeurs, c'est que dalle. Mais moi, ça me rend heureux, je suis content. Bah oui, 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 non, mais c'est clair. Quand tu vois l'effort que c'est de, voilà, de diffuser, puis tu diffuses aussi aux gens qui te suivent et qui aiment ce que tu fais. Mm, Donc, c'est super agréable. Dont je fais ouais. partie d'ailleurs. C'est pour ça que je t'ai reçu sur Merci, c'est mon très gentil. podcast. Merci beaucoup. Donc, tu partages régulièrement des contenus sur ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, des enquêtes, voilà, pas mal de choses hyper intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es et bah, du coup, comment t'es venu cet intérêt pour le surnaturel? Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai 40. Oula, j'ai du mal à le dire, mais je vais avoir 43 ans. Et Tu oui, voudras qu'on mette un bip sur sur la notion d'âge? il faut qu'on s'y fasse. Il faut qu'on arrête d'avoir honte de ce chiffre. Moi, je le Donc, dis, j'ai 47 ans, j'assume. mais c'est bien. Mais en plus, tu sais, quand les gens me le disent, je suis là, bah oui, mais enfin, tu vois, genre, 47 is the new 37, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je le dis, je suis là, oh mon Dieu. Oui, Donc j'ai 43 ans. J'ai été tatoueur parallèlement au métier de chasseur de fantômes là sur les 10 dernières années. génial. Et il y a à peu près un an et demi, j'ai fini par lâcher le tatouage pour me consacrer au paranormal à plein temps. J'ai eu la chance de découvrir très très jeune les écrits de Camille Flammarion. C'est ma grand-mère qui, elle, a toujours été passionnée par le paranormal et elle me racontait ses histoires. Elle regardait que des films d'horreur et des films de serial killer. Bravo. Ça, c'était sympa, les soirées au coin du feu Mais c'est quand t'étais petit. exactement ça. J'ai des souvenirs de, tu sais, boire le chocolat chaud avec ma grand-mère et ma sœur, Ouais. où elle nous racontait par exemple le silence des agneaux ou Ah ce genre de oui. choses, tu vois, et nous on buvait ses paroles. Et donc elle avait une bibliothèque où il y avait des livres sur Camille Flammarion, sur les fantômes, Mm. sur Bigfoot, sur tout ça. Donc c'est vrai que ça, j'y ai eu accès très jeune. Mais la vérité, c'est que c'est pas resté dans ma vie en fait. C'est pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça. J'ai au final peut-être plus grandi dans l'ésotérisme que dans le fantôme. Parce que par contre, ma mère était cartomancienne, elle faisait du Mm. reiki, elle faisait beaucoup de choses comme ça. Donc la maison était blindée de fées et de cristaux et de machin. Mais à nouveau, c'était pas mon truc, c'était le sien. Ouais. Et c'est quand j'ai eu 30 ans, je crois, quasiment pile 30 ans. L'histoire est nulle, hein, je vous préviens, hein, l'histoire est... À chaque fois que je la raconte, je suis là, genre c'est tellement nul, mais c'est la vérité. J'étais chez moi avec mon ex-épouse et on s'ennuyait. Et je lui ai dit, ah mais je crois qu'il y a quelques années, j'étais tombée sur une émission de mecs qui chassaient des fantômes, c'était ridicule. Vraiment, genre viens, on regarde et puis on va se marrer, tu vas voir, ça va être hyper drôle, on va se moquer d'eux, quoi, en gros, sympa. Ouais. Ok. Safe, safe comme comportement. Et, et donc on regarde et en fait c'est à partir de ce soir-là que ça m'a envahi totalement. Parce que ce que D'accord. j'ai regardé était pas effrayant, c'était pas passionnant. Bien évidemment avec le recul c'était 100% fake, Mm. mais ça m'a titillé. Mm. Et moi, j'ai ce truc de quand quelque chose me titille, il faut que j'aille le faire. Il faut que j'aille mettre la main dedans. Je ne sais pas observer de loin. Et par conséquent, très rapidement, je suis allée dans un premier événement sur le thème du paranormal. Et en fait, en sortant de cet événement, je me suis dit, OK, c'était bien, mais c'était pas encore assez. Mm. Il faut que je fasse plus. Et donc là, j'ai monté une équipe d'enquêteurs, enquêtrices, ce qu'on appelle des enquêteurs, enquêtrices, donc des chasseurs et des chasseuses de fantômes qui s'appelait La Nuit du Chasseur, Recherche sur l'invisible. Et ce groupe a marché pendant 9 ans, je crois. On a enquêté ensemble pendant 9 ans. Et puis après, bah, le groupe s'est un peu effiloché, entre guillemets. Mm. Et puis, bah, moi, j'ai continué seule.
D'accord. Donc, n'est pas vraiment dans la vocation et dans le j'ai grandi dans une maison hantée, mais Ouais. c'est mon histoire. Voilà. Oui, bah oui, écoute, de toute façon, tous les chemins mènent à la chasse aux fantômes, hein, j'ai envie de dire. Avec moi, oui, hein. Ah bah, avec moi, tu peux me parler de baguette de pain, je vais trouver un raccourci, il n'y a pas de problème. Je vois quelque chose dans cette mie de pain. Savais-tu que la mie de pain en 1829, Victor Hugo, lors d'une séance de spiritisme, Mais tout à fait, mais tout à fait. ça. On n'en parle pas assez. Ok. Donc du coup, bah, je rebondis sur ce que tu me dis. Donc tu proposes régulièrement effectivement des enquêtes paranormales très intéressantes hein, dans des lieux réputés hantés ou sur des légendes aussi, plus ou moins bien connues un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est qu'un chasseur de fantômes? Parce que je suis pas sûre que tous mes auditeurs sachent ce que c'est. Alors, un chasseur de fantômes, je parle de quelqu'un qui va sur le terrain. Nous, ce qu'on fait, c'est réellement aller sur le terrain. Et ça, il y a un travail énorme qui se fait avant, qui se fait pendant et qui se fait après. Parce que bah, trouver un lieu hanté ou pas forcément hanté, mais dans lequel on se dit, il y a un Hmm, potentiel. Personne n'y a été, on ne sait pas, mais hmm, moi, je vais y aller quand même. Ça prend énormément de temps, surtout en France. Par exemple, aux États-Unis, c'est extrêmement facile d'aller enquêter. On envoie un mail, on paye. D'ailleurs, généralement, ils ont une grille tarifaire déjà prête. Ah oui, d'accord. Ouais, Wow. réellement. Donc, les prix peuvent être soit ridicules, c'est-à-dire que ça peut être 25 $ et on se dit, mais ils se rendent pas compte ou quoi? Parce que pour nous, c'est les États-Unis, les lieux, c'est des trucs qui font rêver. Enfin, voilà. Ouais, Soit c'est des prix à l'inverse exorbitants, mais ça, c'est quand ils ont l'habitude de recevoir que des équipes de télé. Nous, en France, ouais. on n'a pas ça. On a des propriétaires qui sont en général, alors, et je le dis sans faire d'agisme, plutôt vieillissants, Mhm, dans le sens où c'est des gens qui ne sont pas connectés et qui, par conséquent, ne savent pas que la chasse aux fantômes, ça intéresse et que ça fait du hmm, chiffre et que ça fait parler des lieux et que c'est de la très bonne com, etc. hmm. Soit on tombe sur des mairies, parce qu'il y a aussi beaucoup de mairies et d'offices de tourisme qui gèrent les lieux, qui, pareil, sont un peu, généralement, un peu réticents. Donc ça prend énormément de temps. Ensuite, le travail sur place, c'est un travail qui est de type technologique, Oui, parce qu'on a beaucoup d'appareils. Il y a une approche humaine oui, qui est, pareil, hyper importante pour moi. Et ça peut varier en fonction de qu'est-ce que le fantôme pour nous, dans le sens où aujourd'hui, je pense que le paranormal et les fantômes, ça peut être plein de choses, mais en partie des gens, hmm, juste des gens, en fait. Donc, ça veut dire quand je vais quelque part, je vais essayer de me rendre compte que je suis chez quelqu'un, pas chez moi, hmm. et me demander comment je vais réussir à parler à cette personne. Donc, il y a vraiment la partie organisation, recherche, histoire, technologie, humaine, psychologique dans le sens où il faut quand même gérer sa peur. Ça, c'est Oui, important. Et puis quand on rentre, il y a l'analyse. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le moment où l'excitation de l'enquête retombe. C'est quand tu te rends compte que tu as 10 cartes son, 12 cartes vidéo, 10 séances dictaphone à analyser. Ça, c'est hyper chronophage. Mais en même temps, bah, c'est ce qui fait qu'on découvre nos résultats. hmm, Et puis bon, après, si carrément tu fais des vidéos pour les mettre sur Internet, là, on est sur un autre, enfin, on passe sur un autre métier, entre guillemets, qui est hmm. plus un boulot de vidéaste. Mais en tout cas, chasseur de fantômes, c'est ça, c'est avoir vraiment beaucoup de casquettes et faire beaucoup de travail invisible, comme les fantômes Ouais, d'ailleurs. Donc oui, tout à c'est... fait. Ouais. Ouais. En tout cas, Mais pour moi, c'est ça. du coup, parce qu'en fait, au niveau de tes repérages des lieux, sachant que ça a l'air d'être assez compliqué finalement pour réussir à avoir des accords, soit des propriétaires, soit des mairies, soit des différents acteurs, comme tu disais, tu arrives quand même à faire des repérages, parce qu'il y a quand même cette notion aussi de sensibilité, en fait. Quand tu rentres dans le lieu, en fait, ouais, tu y vas comme ça, un peu en freestyle, et tu peux pas voir avant ou faire des repérages pour être sûr que il y a pas un truc qui t'attire en particulier, tu vois, sur ce lieu-là ou... Non, parce que bah déjà, j'ai pas de don en particulier. J'ai développé une sensibilité, Hmm, forcément, comme un cuisinier développe un palais, enfin ce genre de choses. Donc il y a des moments, il y a des lieux dans lesquels je vais entrer où je sais d'emblée que je vais avoir quelque chose. d'accord. Mais par contre, un repérage des lieux, non, c'est rarement possible. Déjà pour la simple et bonne raison que ça veut dire se déplacer plusieurs fois. Ouais, J'enquête parfois dans des lieux qui sont très loin et je suis autoproduit, donc j'ai ouais. pas les moyens forcément d'aller à droite à gauche. Et puis quand un lieu nous dit oui, il y a quand même une sorte de d'urgence et de je vais tout faire pour pas les déranger parce que je veux pas qu'ils changent d'avis. Donc généralement non, je fais pas de repérage à l'avance. Et puis Ok. en plus je me méfie un peu de ça parce qu'il y a des lieux dans lesquels je sais que je me suis déjà dit genre oh,
ah, y a rien où c'est pas intéressant, etc. Et en fait, c'est des lieux où il s'est passé des trucs de dingue. Hmm. Donc non, je fais pas de repérage en amont. Euh, je peux en faire quand c'est des lieux abandonnés, mais je fais très peu de lieux abandonnés. Je fais à 96% du temps, je fais des lieux officiels et des lieux Hmm. historiques. D'accord. Donc ça, il faut aller très vite, quoi. Il faut aller très très vite. Donc j'ai pas le temps du repérage. Il faudrait des fois, ne serait-ce que par sécurité, parce Oui. qu'on travaille, que je travaille quand même dans le noir. Donc c'est, mais honnêtement, j'ai pas le temps Ou pas le pour temps de le le faire. cadre aussi, je sais pas, tu vois, si tu, même ton, le résultat final, si tu as une autoroute hyper passante à côté, j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué aussi pour des sons de vide ou de silence, tu vois, où tu as de gros parasitage à côté, c'est peut-être compliqué en fait. Bah ça, je m'adapte. D'accord. Je m'adapte. Si je perds le son, j'ai d'autres choses. J'ai les Ouais, images, j'ai les appareils, ouais, j'ai ce genre de choses. Je peux pas. C'est tellement compliqué en France. On te dit viens dans un lieu, tu y vas et tu t'adaptes. Tu d'accord. t'adaptes. Tu rebondis. En tout cas, moi, je rebondis. Je trouve toujours un moyen de rebondir. Et est-ce que, parce que tu disais que tu vas pas dans les lieux abandonnés, mais est-ce que il y a, alors c'est une question très idiote en fait, mais est-ce qu'il faut que le château soit en mauvais état, ou est-ce que tu as déjà fait des enquêtes dans des lieux rénovés par exemple et tu as eu des résultats aussi? Enfin, tu vois, est-ce que l'un influence l'autre? Je sais pas. Alors déjà, c'est pas du tout une question idiote parce que littéralement tout le monde me la pose. Ah bon, d'accord. Donc c'est pas du tout une question idiote. De deux, je comprends d'où vient cette question. Donc c'est absolument pas idiot. La réponse est non, absolument pas. Il y a aucun un vieux château en ruine a pas plus de chances d'être hanté que la cuisine de ma maison, Ouais. qui est d'ailleurs sur-hantée d'ailleurs, mais c'est une catastrophe. Mais il y a pas, on n'a pas ce truc. Tu sais, parfois on nous dit ah mais les entités elles vont se cacher dans des greniers parce qu'elles ont peur, etc. Mm, Moi, j'essaye absolument, je trouve que c'est primordial d'essayer de déconstruire tous ces clichés. mm, Des fois, j'ai l'impression que mon travail, c'est quasiment la partie la plus importante, la déconstruction des clichés. carrément. Euh, Ouais. et se dire, ils ont peur, mais c'est-à-dire, ils ont peur de nous à quel moment en fait? Enfin, déjà d'une, c'était des gens, on est des gens. Donc voilà, on peut rien leur faire. Ils ont pas de corps. On peut pas les blesser, on peut pas les tuer, ils sont déjà morts. Ensuite, un truc tout simple, mais auquel il faut penser. Alors, je touche du bois, pas de porter l'âge commune. Imagine, demain tu meurs Oui. et tu restes 20 ans à hanter ta maison de campagne de ta famille, etc. Est-ce que tu crois vraiment que si quelqu'un vient pour essayer de te parler, tu vas fuir? Ou est-ce que tu vas te dire genre, oh mon Dieu, quelqu'un est venu me parler, c'est génial, je vais pouvoir dire que je suis là. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment un boulot de déconstruction à faire. Et Mm, du coup, ça passe aussi par ça, par cette image de le vieux château ou la vieille abbaye ou le vieux monument hanté. En plus, euh, il y a une Américaine qui dit tout le temps un truc, une copine à moi qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il faut vraiment se souvenir qu'ils n'ont pas de corps. Par mm, conséquent, ils sont pas. Quand on dit les fantômes, ils sont bloqués. Non, c'est pas vrai. Les fantômes, ils sont pas bloqués. Ça, c'est nous, l'être humain, qui adorons leur inventer mm, des pouvoirs ou je ne sais quoi. Ils disent non, mais là, il est bloqué parce qu'il a une mission. Non, c'est juste quelqu'un. Et en fait, un lieu, bah, ça se détruit. Et quelque part, bah, là où maintenant il y a des HLM, bah, il y a un moment, il y a eu autre chose. Et donc, bien sûr. rien nous Mm, dit que ces HLM sont pas hantés. C'est vraiment. Un copain qui voit un peu les morts, mm. qui me disait que lui, il voyait des morts quand il faisait ses courses chez Monoprix. D'accord. Voilà. Ah bah oui. Tu vois? C'est vrai qu'on peut partout en Ouais, fait. exactement, ils sont partout. Donc, Ouais. alors c'est sûr que si tu tournes dans un vieux château, ton épisode, entre guillemets, il va être beaucoup plus joli que si t'es chez Monoprix. Ça, c'est certain, il y aura plus Quoique, d'ambiance. ça peut être plus original chez Monoprix pour une fois, mais Moi, j'adorais. Alors là, moi, j'adorais. Je sais qu'à Rivoli, à Paris, ouais. rue de Rivoli, il y a des ossements qui ont été découverts sous le Monoprix, un des Monoprix, enfin, qui se trouve entre rue de Rivoli et Strasbourg-Saint-Denis, pour ceux et celles qui connaissent. Je Ok. rêverais d'enquêter dans ce Monoprix. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu nous dis justement de ta conception hein, des entités. Est-ce que, alors moi, je suis assez persuadée aussi hein, de ça, du fait que ça reste des personnes. Après, tu peux avoir quand même la notion de
Je pense à cette enquête que j'avais vue en fait en Angleterre avec des chasseurs de fantômes que pourtant j'appréciais bien, mais après j'ai arrêté de les suivre après cette enquête-là. C'était en fait notamment une maison complètement paumée, abandonnée en pleine cambrousse en Angleterre. Et le truc était hyper sordide parce qu'en gros c'était un monsieur qui s'était fait séquestrer, battu à mort par des gens. Alors désolé pour les âmes sensibles, dans sa maison et qui était décédé là-bas. Et en fait, il y avait des rumeurs effectivement que son âme était restée dans ces lieux-là, tu vois. Et en Ouais. fait, ils ont débarqué dans la maison et en s'adressant à lui, effectivement, tu vois, comme à une personne, mais en étant vraiment hyper agressif, en fait, tu Ouais, vois. d'accord. Et en fait, tu te dis, mais, si tu te mets dans la peau de cette entité-là, imaginons qu'effectivement, elle soit effectivement bloquée dans sa maison, peut-être paumée, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, peut-être parce que des fois, il y a ça aussi, hein, tu vois, c'est pas très clair forcément non plus au niveau de l'entité, de son état, dans lequel elle est. Bah en fait, je me mets à sa place. Enfin, tu vois, t'as été agressé, t'as des gens qui débarquent dans ta maison encore une fois et qui te réagressent. T'imagines le traumatisme, quoi, en fait. C'est C'est horrible. C'est Mm. une question dont j'ai beaucoup débattu dernièrement avec deux collègues qui sont en fait mes deux meilleures amies, qui s'appellent Julie et Vanessa, et qui travaillent elles Ouais. aussi toutes les deux dans le paranormal. On enregistre un podcast et le dernier épisode, on a fait tout un épisode sur l'éthique Mm. dans le paranormal. C'était pas prévu, mais la question est arrivée comme ça Ah, pendant qu'on c'est en hyper parlait. important pour moi, Et ouais. c'est quelque Ouais. chose d'extrêmement important et il faut absolument, surtout nous les chasseurs de fantômes, qu'on Mm. se mette bien face à face avec nos actions et qu'on se demande si tout est toujours réglo. Et la vérité, c'est que c'est pas le cas. Mm. Il faut absolument se remettre en question là-dessus, pas oublier, justement, si on part du principe que c'est des gens, bah, c'est des gens en fait. Et je vais pas aller dans la rue dire à quelqu'un, bousculer quelqu'un en disant parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mm. Mais je vais pas faire ça avec une entité aussi. Et justement, on se posait la question de se dire où s'arrête l'éthique Mm. dans le paranormal? À quel moment on va enquêter dans un lieu dans lequel on n'aurait pas dû enquêter? Et c'est très compliqué. Et tu vois, typiquement, l'exemple que tu proposes, l'exemple dont tu parles, et ben Ouais. moi, j'y serais pas allée, Ouais. Non, mais c'est tout clair. simplement. Ouais. J'y serais pas allée. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels il faut pas aller Mm. et se rendre compte que t'as beau être aussi bienveillant, bienveillante, déconstruit, déconstruite que tu veux, il y a une partie de sensationnalisme dans ce qu'on fait, Oui. qui est limite involontaire, qui ne nous appartient pas à la limite. Euh, il faut faire attention à ce qu'on fait. On a un devoir de respect et Mm. d'éthique, je pense, qui est extrêmement important. Ouais, moi, je suis Après, d'accord, ouais. bon, déjà, je fais beaucoup d'urbex, donc je, Ouais. je connais très bien le milieu de l'urbex. Et par conséquent, je connais aussi très bien les gens qui font des vidéos sur l'urbex. Et je connais aussi très bien les gens qui font des vidéos sur les lieux abandonnés. Ouais. Je vous donne un secret, mais Mm. gardez-le et mettez-le dans votre poche. 9 fois sur 10, l'histoire qu'ils vous racontent sur le lieu est inventée. D'accord. C'est-à-dire, en fait, ils font une grosse mise en scène et C'est ça. ok. Parce que tout simplement, quand on va enquêter, enfin, on va dire plutôt quand on va explorer dans ce genre de lieu, à moins qu'on ait trouvé le nom du propriétaire et qu'il se trouve que son histoire, elle est sur Internet et qu'on y a accès, ben on n'en sait Mm. rien en fait. Mm. Faut absolument pas perdre de vue ça quand on regarde ce genre de vidéo. Et si on a envie de savoir la vérité, ne pas hésiter à dégainer son Google. Google est votre Bah ami oui, dans ces oui. Non, cas-là mais complètement. Puis il y a plein de et choses d'aller qu'on peut trouver, hein. regarder, voilà, Ouais. d'aller regarder si réellement ce lieu, il y a eu un meurtre, s'il y a eu un crime Mm. dedans. Parce que si vous ne le trouvez pas sur Google, il n'y a aucune raison que la personne qui tourne l'épisode l'ait trouvé en fait. Donc si vous ne trouvez rien, c'est qu'il n'y a rien. Ouais, c'est clair. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'enquête quasiment exclusivement que dans des lieux historiques. C'est par rapport à ça aussi, hein. Parce que c'est vrai que Ouais. quand on va dans un lieu abandonné, on n'a pas de... C'est très difficile d'avoir des infos sur l'endroit dans lequel on est. Donc Ouais. faut se méfier de ça. C'est Est-ce compliqué. que d'ailleurs, en parlant de tes enquêtes, est-ce que tu t'es déjà senti menacée sur une de tes enquêtes? Je me suis déjà sentie très très mal dans un lieu au point d'abandonner l'enquête. D'accord. Ça m'est arrivé. Mais je me sentais pas menacée particulièrement par une entité. Ou en tout cas sur le coup, c'était pas ça. C'était un sentiment de malaise face au lieu. Mm. Comme si plutôt j'étais mal à l'aise face au lieu que face à quelqu'un. Et tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au château, c'était une maison pavillonnaire, tout ce qu'il y a de plus... je pense que c'est l'endroit le moins glauque
dans Ouais. lequel je suis allée de toute ma carrière. Et c'est la première et c'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'ai stoppé cette enquête. Hmm. Je l'ai arrêtée. Et d'ailleurs, j'ai failli pas la sortir. J'ai failli pas sortir la vidéo sur YouTube. Et en fait, c'est ma meilleure amie qui m'a dit, mais si, sors là parce que c'est hyper intéressant. Il faut que les gens y voient aussi que bah, ça se passe pas tout le temps bien. Ouais. Et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, Ah en oui, fait. Ouais. Et où les gens m'ont j'imagine. dit, mais non, au contraire, c'est Ouais. contre le parce que vraiment, des fois, Et puis, on comme se tu dit, dis, ça déconstruit l'idée du lieu hanté avec les toiles ah oui. d'araignée qu'on se fait, Ah quoi, en oui, fait. là, t'étais chez tes grands-parents, il y avait un arbre de Noël et tout. Enfin, c'était vraiment un truc hyper moderne. Et pourtant, j'ai un souvenir, tu vois, je suis quasiment bloquée là, rien que d'en parler. Hmm. J'étais dans un état, j'étais mal, j'étais trop mal, sans pouvoir te dire pourquoi, mais Hmm. j'étais terrorisée. Et c'est dès que t'es rentrée, en fait, ou c'est au Non, fur et à mesure de l'enquête? non, c'est quand la nuit est tombée, en fait, parce que ce que je fais quand j'arrive dans un lieu, je ne vais pas tout voir d'un coup. Parce que comme ça me permet de faire une première visite, en gros, avec les gens qui me regardent Oui, le soir. d'accord, Et donc, bah, typiquement, dans cette maison, quand je suis arrivée, je suis entrée, je suis allée me poser dans le salon et j'ai travaillé tout l'après-midi. Donc, j'ai pas vu la maison. Et d'accord. c'est le soir, quand la nuit est tombée et que j'ai commencé à déambuler, on le voit assez bien dans ma vidéo, vraiment, ça monte petit à petit. Au début, j'en rigole un peu, je suis là, foufou, allez, on va continuer et tout machin. Et puis, au bout d'un moment, il y a des périodes où, pendant 5 minutes, je bouge pas. Je bouge pas, je dis rien, je regarde mes pieds parce que j'ai tellement peur que j'ai peur de lever les yeux. Enfin, ça m'est jamais arrivé et je touche du bois que ça me réarrive jamais. Et c'était une ambiance très lourde, en fait, que tu ressentais. C'était pas une personne en particulier, en fait. Non, voilà, c'était ça, c'était vraiment le Hmm. lieu. J'avais pas peur qu'un fantôme me saute dessus. J'avais l'impression de pas être le bienvenu. Ouais. J'avais l'impression que j'avais pas à être là. J'avais l'impression je sais pas, que l'endroit, euh, vraiment l'endroit tel un égrégore, me bloquait et me disait non mais là en fait ce que tu fais on n'en veut pas. Et c'était vraiment ce que je Hmm. faisais parce que quand j'ai arrêté l'épisode et que j'ai arrêté les caméras, je me suis sentie tout de suite mieux. J'ai dormi dans le lieu. Ah, c'est Par... incroyable. Ouais, je suis restée dormir sur place. Waouh. Par contre, j'ai arrêté les caméras, je me suis fait un café, je me suis mis en pyjama. Je suis allée sur TikTok, sur mon portable. Enfin voilà, vraiment, j'ai pris une Ouais. vie normale et là, ça allait beaucoup mieux. Ah, c'est dingue. Waouh. C'est étrange, ouais, ouais, honnêtement, j'ai pas d'explication là-dessus. Mais tu vois, de temps en temps, je me dis, ah, il faudrait que j'y retourne parce que, Hmm. bah déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, je suis sûre que ça cartonnerait. Et puis, tu sais, genre, juste, quoi, moi, j'aime pas me laisser faire, donc, machin, et ben, j'arrive pas, hein. J'arrive pas à aller au bout de ma pensée, je suis pas prêt encore à y retourner, je crois. Ouais. Mm. Ok. Bah, dis donc. C'est vrai que ouais, j'avais interviewé Christelle Colpart-Soufflet, qui est une auteure qui est très urbex. Elle, pour le coup, elle écrit des Mhm. livres pure horreur. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous ces livres qu'elle écrit, elle les fait à partir de lieux qui l'ont accrochée. Alors, elle a une certaine sensibilité. Elle se dit pas du tout médium, mais elle a une certaine Ouais. sensibilité. Et pour le coup, tu vois, elle cherche vraiment. Enfin, quand elle a un lieu qui l'attire, bah, du coup, elle se projette en roman direct. Donc, elle fait des recherches de malade autour du lieu, son histoire, Ah, etc. génial, Tu vois, j'adore ouais. ça. Et vraiment, Super. elle écrit super. Enfin, moi, j'adore ce qu'elle fait. Et elle disait, ouais, pareil, qu'une fois, elle était allée dans une grange. Alors, je sais plus pourquoi, mais elle était allée là, qui avait été rénovée. Et en fait, elle a dû partir parce qu'elle avait vraiment mais une douleur physique, tu vois, qui la Ah prenait oui. au niveau de la Mm, poitrine. mm. Elle n'arrivait plus à respirer. Et quand elle est partie, après, ça s'est défait assez vite. Mais c'est vrai qu'il y a des maisons comme ça qui ont une ambiance. Après, c'est pas forcément. Alors là, c'était effectivement par rapport au fait de tourner, a priori, dans ce que tu Oui. dis. Mm, Moi, ça m'est arrivé aussi pour le coup, moi j'ai une certaine sensibilité aussi, mais mhm. plutôt sur, tu vois, moi je suis issue de Moulins, tout le coin allié qui est assez chargé, on va dire, en lieu un petit peu visité, on va dire. Génial. Euh, Enfin, de mon point de vue, pardon, génial. Et du coup, j'étais allée, je me souviens, même petite, hein, ça, je l'ai depuis très longtemps, je devais avoir 13 ans. J'étais rentrée dans un château, gros donjon, tu sais, très ancien, qui était laissé à l'abandon, mais juste rentrée comme ça. Et en fait, cette espèce de chape où tu peux plus Ouais. respirer, quoi, en fait. Mm, Vraiment, mm. et ça m'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs lieux. Et effectivement, généralement, je ne reste pas.
Il faut pas, Je me hein. Il sens faut pas pas, très quand c'est bien comme ça, vue. faut s'en aller, bien sûr. Bah ouais, ouais. Faut pas, Mais en ça fait, sert à rien de des forcer. fois, tu as cette espèce de sensation aussi du lieu qui est vide et qui appelle aussi des présences, un peu comme presque pas un vampire, mais un peu, tu vois, de Ah, ça besoin c'est de. certain. Ouais, Ça c'est certain. Il y a des lieux quand tu sors, quand tu as fini l'enquête, tu es ramassé, ouais. lessivé. Et ça, moi, comme je suis pas vraiment dans les énergies, les trucs comme ça, je peux même pas te dire pourquoi, Mm, mais mm. je l'admets volontiers. Il y a vraiment des lieux où tu te dis, ce lieu-là, il m'a Ouais. vidé. On parlait du côté un peu menace, etc., ou de sensations un peu lourdes qu'on peut avoir sur des enquêtes. Est-ce que, au contraire, tu as déjà ressenti un attachement particulier à un lieu ou une entité, hein, sur une de tes enquêtes? Alors, un lieu, tous, sauf le pavillon dont je viens de parler. À part Lui, celui-là, il y a pas d'attachement. je n'y reviens Euh, pas. voilà, non, non, pas tant. Mais par contre, les autres, tous. Ok, Clairement, quand tu enquêtes quelque part, tu laisses un peu de toi. En tout cas, moi, je laisse un peu de moi. ouais, Et puis, je suis toujours hyper touchée par les histoires humaines sur place. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me dire, ah, ça m'ennuie de laisser cette personne. ouais, Ah, j'aurais aimé faire plus. Donc, les lieux, toujours. Euh, et les gens, oui, j'ai un attachement hyper fort qui est devenu presque du domaine, enfin, de l'attachement familial, ouais. euh, avec quelqu'un que j'ai rencontré par le biais d'une séance de Ouija il y a bon, peut-être 7 ans maintenant, 7 8 ans. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Théodore et qui est venu s'adresser à moi lors d'une séance de Ouija, sachant que je n'étais pas autour de la planche de Ouija. D'accord. J'étais dans la même pièce, mais j'écoutais même pas, j'étais ailleurs, j'étais en train de faire autre chose. Et cette personne est venue sur la planche de Ouija en disant qu'elle voulait me parler, non, qu'elle devait me parler, qu'il fallait qu'elle me dise quelque chose. Bah, on m'a appelé, j'ai dit oui, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne m'a dit il faut que tu me retrouves. D'accord, mais vous êtes qui? Bah, je m'appelle Théodore. D'accord, mais je vous connais? Non. Et je peux pas avoir plus d'informations que ça? Non, Waouh. il faut que tu me retrouves. D'accord. Et je l'ai retrouvé. Donc ça m'a Ah ouais, pris, ouais, ça incroyable. m'a pris des années de travail Ouais. et de recherche. J'ai retrouvé cette personne, Théodore de Bassèges au Limon, qui est décédé en 1854, qui était artiste. Il gravait, en fait, son travail, c'était de dessiner les monuments et les Mm. maisons, et en style de gravure. Alors, ce qui est très drôle parce que c'est le style de dessin que je faisais quand je faisais du tatouage. C'est Et en fou. fait, sa phrase, il faut que tu me retrouves, a fait sens des années après, une fois que vraiment j'ai fini mon travail de recherche, parce que quand je te dis que j'ai fait un travail de recherche, c'est que il a fallu déjà que je trouve qui est ce Théodore. Ça a été fait assez rapidement, je l'ai trouvé en 24 heures à peu près, parce que en fait, il avait dessiné le lieu dans lequel on se trouvait. Quand la séance de Ouija s'est passée, j'étais dans un château qui s'appelle le château de Creully, Ouais. dans lequel j'ai enquêté plusieurs fois. Et en fait, on Google, hein, Théodore, Château de Creully, etc. Je suis tombée assez rapidement sur lui. Et du coup, la suite de mes recherches m'a bien montré que c'était bien lui et que ce qui se passait était bien réel, parce que j'ai dû fouiller dans les archives historiques sur Internet, mais également dans des mairies. Je suis Mm. allée dans des châteaux, je suis allée rencontrer des gens, je suis allée taper à la porte des gens. Bonjour, excusez-moi, en fait, il y a quelqu'un qui a habité chez vous en 1830, qui s'appelait Théodore, et il faudrait que je rentre chez vous. Je l'ai fait. Waouh. Je suis allée déranger des historiennes, je suis allée mais littéralement taper à la porte des châteaux Ouais. en me disant est-ce que je peux avoir accès aux archives? Et en expliquant mon cas, on m'amenait dans les archives. Enfin voilà, j'ai vraiment, ça a été un travail. Et en fait, la fin de l'histoire, c'est que j'ai trouvé l'endroit où il avait été enterré, qui est un cimetière qui, en fait, depuis, a été recouvert par un immeuble. Et les gens qui étaient enterrés dans ce cimetière, leurs dépouilles ont été déplacées dans l'autre cimetière de la ville, qui est 10 fois plus grand. Mm. Je suis allée dans l'autre cimetière. Il n'était pas dedans. Et en fait, en fouillant à la fin de mes recherches, je me suis rendu compte que il faut que tu me retrouves, c'est parce qu'en fait, quand le cimetière a été déplacé, Théodore, il est mort seul. Il n'avait pas de descendance. Il est mort seul chez lui, sans un sou. Et en fait, personne n'a demandé à ce que son corps soit déplacé. Et il a été abandonné, en fait. Il est encore sous cet immeuble. Ah oui, Donc donc il voilà. est resté dans les. C'est le conservateur du musée dans lequel les corps ont été déplacés, les ossements ont Mm. été déplacés, qui m'a expliqué que malheureusement,
à l'époque, si personne ne venait en disant ces eaux appartiennent à telle personne, il faut les déplacer, ils les ont laissés derrière. Oh, c'est terrible. Et donc Théodore a été laissé derrière et il est sous un immeuble. Et donc il a fallu que j'explique à Théodore que je Ouais, l'avais retrouvé et ouais. qu'il était sous un immeuble. Waouh. Et ça, une de mes très grandes spécialités, c'est ce qu'on appelle le debunking, c'est démystifier le Ouais. paranormal, essayer de trouver les fakes, démonter les histoires, etc., etc. Moi qui suis spécialisée là-dedans, si on m'avait dit un jour, Mhm. quelqu'un va Mhm. venir te voir, enfin, c'est une histoire de film en fait. Une Ouais, non, entité c'est est venue me incroyable. voir et m'a donné une mission. Ouais. Et en fait, le truc de la mission, c'est qu'en fait, son corps a été laissé sous un immeuble à Dijon. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et, et ça m'a pris énormément d'années de faire ça. Et du coup, bah, j'ai ce rapport avec Théodore, c'est un peu mon oncle. Je l'aime, je l'aime. Depuis, du coup, j'essaye de trouver certains de ses dessins, etc., qui valent pas beaucoup d'argent. Du coup, je suis déjà allée, par exemple, dans un château. Je suis allée dans un château où, en fait, il avait dessiné le château et sa maison d'enfance se trouvait en face du château. Et du coup, je suis allée déranger la conservatrice du château qui est venue me rencontrer. Et donc, je lui ai appris tout ça. Elle ne le Ouais. savait pas. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient faire un petit quelque chose pour expliquer, parce que c'était quand même un grand artiste, Ouais. euh, que, euh, que voilà, qu'il avait vécu là, etc. Et dans ce sens-là aussi, je l'ai quelque part retrouvé, parce Ouais. que j'ai un Ouais. peu Tu lui as rendu remis, sa place et sa voix, quoi. exactement, je lui ai Mhm. rendu sa place. Et Ouais. du coup, ouais, je suis hyper attachée à Théodore. Enfin, je pense que ça s'entend même quand j'en parle. Pour moi, Théodore, c'est ma famille, quoi. C'est vraiment. Bah oui, oui. Ah, c'est super beau, ouais. Tu vois, ça change des histoires de machin m'a suivi et m'a maudit sur 14 générations. Ouais, L'histoire est non, c'est triste, mais sûr. la fin est Mais belle. c'est super beau, ouais. Ouais, et puis voilà, il est plus seul, en fait. Du coup, il a quelqu'un qu'il aime et qui Ouais. pense à lui. Tu vois, Ah c'est oui. chouette. Et ben, écoute, merci pour cette superbe histoire. J'adore. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de tes projets aussi sur lesquels tu travailles? J'ai cru comprendre que tu travailles sur un livre, Ouais, absolument. Bah, enfin, moi, des projets, j'en ai toujours, 15 j'en ai 000. énormément. Bon, déjà, il y a ma chaîne YouTube j'essaye de mettre une vidéo par semaine. J'ai deux formats. J'ai le format enquête qui s'appelle Fantôme Fantôme et j'ai un autre format qui s'appelle Histoire qui fout la chair de poule où je raconte des histoires d'horreur. Je fais du TikTok, je fais du podcast aussi. Tout est dans le Linktree de mon Instagram. Ouais, je mettrai tous les liens dans la Voilà. description. T'inquiète pas. Euh, Et je suis aussi en train d'écrire un livre qui va sortir, j'espère, avant cet été, parce qu'il y en a un autre qui doit sortir avant Noël, donc il faut que je fasse vite, mais qui est déjà bien écrit. Donc j'espère qu'il sort, allez, au plus tard juillet. Ça va vraiment être un résumé de beaucoup de petites connaissances dans le paranormal, qui pourraient très bien correspondre à quelqu'un qui n'y connaît rien. Mhm. Mais il y aura quand même quelques sujets pour les gens qui connaissent un peu mieux. Mais je suis toujours dans ce truc de normaliser, bah, comme Camille Flammarion, normaliser et s'adresser à tout le monde, etc. J'aime pas trop, moi, les experts, les machins, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un bouquin qui va reprendre un peu plein de petites bases sur le paranormal, avec quelque chose un peu plus poussé. Mais voilà, j'essaye de faire un premier livre qui est un peu le premier livre de base. Voilà, Ok, waouh, super. J'adore le concept. merci. Je te l'enverrai. Bah oui, avec plaisir. On en reparlera. Voilà. Et oui, et pour finir, je travaille aussi sur des événements publics. Donc ça, c'est pour les gens qui souhaitent venir me rencontrer. Je travaille pour une société qui s'appelle les Nuits Ghost Hunt Ouais. et qui organise des événements dans des lieux hantés ou réputés hantés. Et c'est des événements pendant lesquels, pendant une nuit, parce qu'on fait ça la nuit, on va mettre les gens un peu dans nos chaussures et on va leur montrer ce que c'est la chasse aux fantômes. Waouh. Voilà. J'adore aussi le concept. Ça, je l'avais vu effectivement. Il y a un truc humain génial qui se passe pendant ces événements. Parce que Ouais. on va être, déjà on est en petit comité, donc admettons qu'on soit 30 personnes, il n'y a pas 30 fois la même personne. Enfin, on rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec nous, vraiment, Mm, en termes d'âge, en termes de tout. Et le seul point commun qu'on a, c'est l'amour du paranormal, ou en tout cas l'intérêt du paranormal. Et mm, ça crée des choses humaines qui sont géniales. Vraiment géniales. Si ça vous intéresse le paranormal et si lire des livres, c'est pas assez pour vous, ou regarder des vidéos, c'est pas assez, moi je le conseille aux gens parce que c'est un très bon moyen de toucher un peu du doigt ce qu'on fait, ouais. d'être Ouais. à 3 heures du matin dans un grenier, dans un château hanté, et de dire à une entité, si vous êtes là, venez me parler, sans être seul. Ouais. Vous êtes encadré, on est là pour vous protéger, pour vous aider, pour machin, et c'est
Moi, c'est ma vie, hein, les ghost hunts. C'est génial. Ah, moi, je trouve le concept est génialissime, en fait. C'est, ouais, effectivement. Je m'étais dit justement que peut-être je ferais un sujet sur les ghost hunts parce que je trouve que j'adore le concept. Donc, bah, comme ça, c'est bien. Tu as pris les devants. Bah voilà, bah, tu dis à Vanessa que tu viens de ma part et Ok. Vanessa, je te préviens, elle est comme moi, elle est passionnée, le paranormal, c'est notre vie. Donc des choses à te raconter, elle en aura plein, puis elle a beaucoup voyagé là, elle est en Louisiane là aujourd'hui, typiquement Ok. là pendant qu'on parle, en train de visiter Myrtle's Plantation, qui est Oui. probablement le lieu hanté le plus connu. Mais oui, il s'est Voilà. passé quelques petits trucs là-bas. Ah, oh, quelques petits, ouais, bah elle y est là pendant qu'on est en train de parler. Voilà. Bon, on lui souhaite que ça se passe bien Oui, on lui souhaite de revenir, de venir me chercher, de aussi. me mettre dans sa poche et de repartir parce que je suis jaloux. Tu m'étonnes. Bon, bah écoute, super. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose parce que j'aurais oublié de te demander ou est-ce que... Si je peux me permettre, Oui. parce que c'est vraiment c'est quelque chose que un message que j'essaye de faire passer, essayez un peu de vous responsabiliser par rapport au contenu que vous ingérez, on va dire, et demandez-vous toujours si ce qu'on est en train de vous montrer est réel. Quand vous regardez quelque chose, faites-le avec votre téléphone dans la main, avec Google ouvert, et vérifiez tout. C'est très Mm. important, parce que sinon vous allez vous enterrer sous des peurs qui sont infondées. Et c'est dommage, parce que le paranormal, c'est pas que ça. C'est pas que la peur. Je dirais même plus l'inverse. Pour moi, c'est de l'amour et c'est de l'humain. Mais Mm. ça, on s'en rend compte que si on arrive à passer par-dessus tout ce qu'on nous envoie constamment dans la tête. Du paranormal, ça fait peur, ou cette maison est hantée, comme on disait tout à l'heure, par l'esprit d'un serial killer, etc. Toujours ne pas consommer les choses comme ça sans se demander d'où ça vient, est-ce que c'est réel, Mm. euh, etc. Je pense que c'est important d'être un consommateur et une consommatrice de paranormal responsable. Oui, tout à fait. Non, mais ça, je plus sois fortement ton message. Voilà, ben voilà, c'était mon dernier mot. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Rivergel. C'était vraiment un bonheur de te recevoir en vrai, parce que tu vois, on se suit sur les Ouais, réseaux, mais j'étais ravie de te recevoir et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et bah, surtout, c'est tu me tiens adorable, au merci. courant de tes projets à venir. Et Ben écoute, je ne manquerai pas de t'inviter sur le tournage d'une enquête. ah bah Je te écoute, avec plaisir. propose et on fait une enquête et t'enregistres le podcast en même temps et ce serait trop drôle Ça de, sera de- un bon créneau, ouais. Ah bah ça Carrément. peut se faire, hein. Tu me diras dans quel coin de la France t'es et on sait jamais. Si j'ai une enquête dans le coin, si ça te dit de venir avec moi, je serais hyper content de montrer un peu ce que c'est tout ça. Voilà. Bah, avec plaisir. Et ben écoute, merci à toi et puis bah, bonne soirée. Merci toi aussi. Salut.